Bienvenue à tous. Il y a une classe très disciplinée aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. André Cariou vient nous présenter aujourd'hui son dernier ouvrage, Filigère, édité aux éditions Locus Solus. Jean Filigère, qui est quand même un peintre méconnu. J'ai envie de lui poser la question, pourquoi Charles Filigère? Merci. Bonjour. Merci à son invitation. Ce n'est pas une conférence au sens universitaire, académique, mais plutôt une sorte de réaction, enfin de suite de réaction de ma part par rapport à cette démarche qui est très ancienne, etc. Alors, pourquoi cet ouvrage? Je remonte un petit peu en amont. J'avais accueilli, même si j'avais des expositions où il y avait des Filigères auparavant, j'avais accueilli en 1981, ça c'est déjà un peu loin, une exposition consacrée à Filigère organisée par le musée du Prieuré de Saint-Germain-en-Laye. Et à cette époque-là, une exposition extrêmement complète, et à cette époque-là, les choses étaient relativement simples. Elles exprimaient bien, finalement, ce qui était Filigère dans cette période-là. Depuis sa redécouverte à la fin des années 40, finalement, les choses sont assez fixées dans les fins des années 50 et début des années 60 entre 7 collectionneurs à travers le monde qui finalement raflaient tout ce qui se passait et tout ce qui passait en vente publique ou autre. Et donc finalement cette exposition de 1981 se répartissait finalement en 7 collections. Il y avait Alchoul à New York, Joseph à Lausanne, et puis il y avait Malingue, Maurice Malingue, le père de Daniel Malingue, il y avait Mira Jacob, de la voix, il y avait Mirabel, il y avait Dr Guyot, et puis André Breton. Et donc les choses étaient assez figées, et quand je me souviens qu'à l'époque, il était absolument impossible d'acheter un Filigère, parce que dès que ça arrivait sur le marché, Mira Jacob le prenait et vendait à Alchoul directement, etc. Quand je suis devenu le directeur du musée de Quimper en 84, ça coïncidait avec la première disparition de ces grandes collections, parce que les gens vieillissent, ce qui est normal, et à un moment, il y a des successions, etc. Donc, les œuvres ont commencé à aller sur le marché, et j'ai acheté le grand paysage du Pouldu à... Il y a deux chaises. Excusez-moi, vous allez bien? J'ai acheté donc comme ça, à chaque succession, à chaque vente, vente Mirabel, vente Mira Jacob, vente Breton, etc. J'ai commencé à faire une collection, mais j'avais par le petit trou, avec des moyens relativement faibles. Et puis à la vente Breton en 2003, j'ai acheté 2 œuvres très, très importantes, toujours pour le musée, hein, pas pour moi évidemment. Et puis à ce moment-là, je suis entré en relation avec la fille d'André Breton pour lui demander des photographies de l'atelier de Breton, parce que en fait ces œuvres étaient autour du lit, au-dessus de la commode qui était en face, derrière le bureau, etc. Relations compliquées, enfin, etc. Je passe sur beaucoup de choses, et à la fin j'ai réussi à trouver la personne qui a fait la relation, et Aube Elouette, c'est la fille d'André Breton, m'a dit venez me voir. Donc elle a dit Saché près de Tours, Paris, et puis près de Tréguier, elle me dit venez me voir, etc. À Tréguier. J'arrive là-bas, et puis elle arrive et elle me donne un gros classeur comme ça, qui était en fait le dossier Filigère de Breton, qui, d'après elle, était une sorte de base pour un futur bouquin, mais c'est un peu fait, et qui, par miracle, a échappé à la vente dispersion de 2003. Et quand on ouvre ce dossier, un classeur comme un classeur une chemise avec grabat, etc. Il y avait dedans un album de 60 gouaches, il y avait plusieurs autres gouaches, il y avait des lettres, la correspondance avec Schwenecker, et beaucoup de souvenirs, etc. Et puis elle me dit, je vous donne ça. Bon. Donc là, on tombe de la chaise, etc. On ne sait pas très bien comment remercier. Pour la remercier, j'ai organisé une exposition 2 années après, en 2005, et à la fois pour la remercier, mais aussi parce que, pour comprendre pourquoi Breton s'est lancé en 1948 dans cette une sorte de quête presque initiatique, parce qu'une chasse au trésor qui a duré 10 ans, qui a fait qu'il a comment dire, non seulement écrit dans la clé des champs, l'art magique, sur la ligne de la peinture, etc., mais aussi il a conçu cette collection qui était pour lui comme une sorte de cercle magique, quoi. Il faut imaginer autour de son lit, devant ses yeux, quand il se réveillait le matin, il avait
un Christ de Filigère, lui qui bouffait du curé à longueur de journée. Enfin bon, ça voulait dire beaucoup de choses et j'essayais de comprendre sa démarche. Et puis, on était en 2006. En 2006, je me suis rendu compte que déjà les œuvres vendues à la Vente Bretonne 2003 avaient commencé à circuler beaucoup. C'est-à-dire avant, il y avait 7 grandes collections, et à ce moment-là, c'était en Italie, etc. Donc ça circulait beaucoup. Et donc j'ai commencé, j'étais toujours en activité, j'ai commencé à ce qu'on appelle dans mon métier documenter, c'est-à-dire dès qu'une œuvre passait en vente, je notais sous le coude, je mettais ça sous le coude, dès qu'une œuvre était reproduite, etc. En me disant, bon, il faut prendre les informations maintenant quand elles passent et non pas après. J'ai pris ma retraite et puis donc j'ai commencé à mettre ça en forme et pour un catalogue raisonné, c'était mon but premier et donc de tout collecter, etc. Et puis essayer de trouver beaucoup de choses, même si Mira Jacob avait fait en 89 un gros travail, même si Marie-Amélie en culture avait fait un autre gros travail en 1981. Et je me suis assez vite, j'ai été confronté à des faussaires, parce qu'il y a des faussaires qui m'ont menacé, j'ai eu plusieurs choses, vers des menaces un peu écrites, verbales, etc. Et en fait, il y a beaucoup de faux, hein, si vous, comme ça, il y a un petit peu, et il faut faire en sorte, il faut travailler sur les œuvres, etc. Il y a aussi des moyens maintenant scientifiques, d'analyse, etc. Bref, l'une des solutions pour moi, ça a été de reposer toute ma recherche sur des choses d'origine, vraies, c'est-à-dire la correspondance, les sources anciennes, c'est-à-dire les critiques, les listes d'exposition du vivant de Filigère et de construire en particulier les provenances des œuvres là-dessus, etc. Donc je nourris mon catalogue raisonné par tout ça. À partir de là, j'ai commencé donc à faire ce gros travail. J'ai récupéré beaucoup d'œuvres, beaucoup de lettres qui étaient dispersées. J'ai été voir les originaux pour les transcrire parce que Filigère a une écriture très particulière. Ce que Alfred Jarry d'ailleurs appelle le lead, c'est le chant de Filigère. Il écrit comme il parle d'ailleurs quand on lit suivant le rythme, alors il y a jamais vraiment de virgule, c'est entre des points, entre des petits tirets, des choses comme ça. Enfin, on a l'impression que c'est une sorte de respiration. Et donc, il fallait que je retrouve ça, donc voir les originaux. Et puis, il fallait que je retrouve toutes les lettres d'autres personnes, tout ce qui concerne le gros travail. Et j'ai pensé que pour Filigère, il fallait absolument le faire et de manière globale, alors que tous les éditeurs voulaient que je coupe dans les lettres, que je coupe dans les notes. Vous verrez, c'est un bouquin, une sorte de monstre, parce qu'il y a beaucoup de documentation, beaucoup de choses. Et j'ai voulu absolument tout mettre, parce que c'est un personnage qui est tellement compliqué que on ne peut pas couper comme ça, on ne peut pas enlever. Et finalement, la moindre lettre, même qui paraît simplement une lettre de relation avec son frère, est riche de beaucoup de choses. Beaucoup de son érudition. Certaines sont évidemment plus intéressantes parce qu'il parle de ses œuvres, d'autres sont intéressantes parce qu'il y a le contexte avec des peintres ou avec des écrivains, etc. Et donc, c'est vraiment il faut percevoir la totalité. Donc, si vous lisez ce livre, vous verrez, il y a des périodes très actives, très riches d'informations, puis il y a des périodes complètement creuses, parce qu'il vit comme on va dire un clochard, tout seul dans une pièce, il n'en sort pas, il est au centre de la Bretagne, il vit, il n'y a pas de chaud, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien, il crève de faim, pendant ce temps-là, il écrit très peu, et il produit très peu. Donc, mais ça fait partie, ces périodes épouvantables font partie de l'histoire de ce personnage, et donc d'où ce bouquin. Alors, seul portrait que l'on connaisse de Filigère, c'est celui de Vercade, et donc qui est à l'abbaye de Beuron en Allemagne. Et puis on connaît seulement 4 photographies plutôt du début, et donc dont une photographie de 88 qui est celle-ci donnée à son frère, et puis une photographie qui finalement ressemble plus à l'image qu'on a là, c'est posé dans un pseudo-atelier parisien. Enfin bon, on voit bien, il pose vraiment, c'est une tenue de ville, etc. Là, c'est plus un peu on va dire le clochard céleste, un peu, ça ressemble plus au personnage. Alors, dans la démarche, ce qui m'a beaucoup frappé, ce que je ne ressentais pas auparavant, c'est comme je l'ai dit, je vous ai donc plutôt ma démarche par rapport à Filigère et comment j'ai ressenti le problème. Là, l'un des vrais problèmes, c'est
et je trouve en tant que breton, finalement, on en parle très peu, c'est la situation des Alsaciens qui sont devenus allemands en 1871. Et moi, je comprenais pas, j'ai eu beaucoup de mal à ça, à savoir ce qui s'est passé réellement, parce qu'en 71, en 1871, donc il est de sa famille devenue allemande, il est né à Cannes en 1963. Ses parents ont choisi la nationalité française et finalement les Allemands ont toléré un certain temps, mais il a fait ses études côté français juste à la frontière à la Chapelle sous Rougemont, qui est maintenant le territoire de Belfort, c'est à quelques kilomètres de la frontière. Et donc, on s'aperçoit qu'à un moment, il est finalement sans territoire. Son frère est allé à Bâle, ses parents, on ne sait pas très bien. Lui, finalement, il va se retrouver j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, il demande la nationalité française, et il est obligé de redemander. Il y avait une formalité, il le fait depuis ce point-là, donc il est dans le coin. Et c'est certainement une situation très perturbante. Il n'en parle jamais. Quand il se moque des Allemands, c'est pas des Allemands, c'est la culture allemande, la littérature allemande, etc. Ou les peintres, c'est pas du tout. À aucun moment, il ne met en avant cette situation qui pourtant a dû être très déstabilisante parce que à un moment, les Allemands, c'est 85 ou 86, les Allemands exigeaient que les gens choisissent parce que beaucoup restaient sur place. Depuis 71, ils n'avaient pas choisi la nationalité allemande, mais ils restaient sur place. Et à un moment, il y a eu une sorte de guillotine comme ça. Donc, beaucoup sont partis en Suisse, sont partis en France, etc. J'ai rencontré le jour, sans doute, le cousin de l'arrière-grand-père de Filigère. Moi, sa famille est venue à Paris directement. Voilà, on dit Filiger en Allemagne, en Alsace normalement, on dit Filiger, comme on dit, normalement on dit Degas, par exemple on dit Degas habituellement, mais normalement on dit Degas. C'est très difficile de faire la relation comme ça entre ce qui était dit. Pour la petite histoire, il s'appelait Filiger avec 2 L et il a simplifié son nom avec un L pour des raisons qu'on ignore. Et donc si vous êtes dans votre collection, j'espère nombreuses, vous verrez, il y a des œuvres du début qui ont 2 L et puis d'autres qui ont un seul L. Alors il se retrouve finalement père dessinateur coloriste dans une manufacture de papier peint, d'impression sur étoffe, etc. Sans doute se retrouve-t-il en apprentissage ou travaillant, et sans doute il y a eu un grand clash avec ses parents, c'est-à-dire même son père était un peu artiste, enfin, il a quitté sa famille, et il en reparlera après à plusieurs reprises. Ça a été un moment, il y a un moment dans des correspondances avec Maufra, quand il donne une sorte de leçon en disant moi j'ai rompu avec ma famille, ou la famille qui me fait du mal, enfin, etc., etc. Donc il y a eu un moment, et il se retrouve à Paris, et alors, de son enfance on retient 2 choses, une culture invraisemblable, mais qui dépasse l'entendement. Il sait par cœur des livres, et quand il est capable, comme ça, il faut toujours le mettre dans son contexte, dans la pauvreté la plus épouvantable et la condition matérielle effrayante, il est capable de citer Aristote ici, Platon là, tous les grands anciens, tous les philosophes ou moralistes du XVIIe siècle. Enfin, il abreuve sa pignasse de cela. Ses amis en ont complètement marre. Je pense à Vercat qui parle de ses aphorismes philosophiques. Ce gars en a complètement marre aussi. Et il parle comme ça. Ça agace beaucoup son frère qui, lui, ne voit que les histoires de fric, de la rente, de la pension, etc. Et donc, lui, il vit dans un monde où il compare comme ça, y compris la littérature la plus moderne de son temps. Et moi, chaque fois qu'il y avait une citation et autre, j'essayais de savoir où il avait pris ça. Et parfois, je retrouve une édition assez récente, genre 1880, etc. Donc ça veut dire qu'il a des bouquins. Il se tient au courant, et c'est autant la culture allemande que la culture française. Il parle très bien de Renan, de Corbière, enfin des choses comme ça. Et puis, autrement, c'est la musique aussi. Il pratique la mandoline. Il faut se souvenir des récits de Collin où il décrit les soirées au Coudu avec Gauguin, Filigère jouant de la mandoline, Sérusier, Meyer de Halle, se retrouver sur la plage le soir, etc. Il joue la mandoline, il joue du violon, et il a une très grande culture aussi musicale. Et puis, il a une culture de peintre qui vient essentiellement du Louvre, c'est visite au Louvre, et qui là aussi dépasse l'entendement. À un moment, quand Vercade est parti à Florence,
avec Baline, et il y a un échange, Filigère dans sa ferme au Poldu, et il compare, comme ça Filigère, il compare Gozzoli avec Tadei, Lucio avec Cimabue, etc. Il est capable de faire ça, alors qu'on se dit, mais comment le fait-il, quoi, dans sa ferme de Kersulé, là, où il a des cartes postales, et il a le souvenir et il est capable de souvenir une conversation comme ça sur les primitifs italiens, enfin, c'est stupéfiant. Quelqu'un de très intelligent, etc. Mais on parlera de son destin un peu plus tard. Donc il arrive à Paris, au départ il est plutôt, certainement il travaille dans le métier des dessinateurs de la guerre industrielle ou autre, etc. Et puis il travaille à l'Académie Colarossi, donc tout de suite il a un certain style, etc. Il est donc d'après des modèles, et très rapidement il va fréquenter le milieu de l'avant-garde, qui est dans ces années 86, 87, 88, celui du néo-impressionnisme, donc sera, et puis les suivants, toute cette génération a été extrêmement marquée par la présentation des tableaux de Seurat, et il y aura donc une courte période comment dire. Alors j'ai oublié de vous dire qu'il y a une extraordinaire exposition à la Galerie Malingue. Actuellement, je dis extraordinaire parce que j'en suis le commissaire, mais extraordinaire, c'est pas pour ça évidemment, c'est parce qu'il y a des œuvres comme celle-ci qu'on ne reverra pas d'ici très très longtemps. Il y a des œuvres qu'on n'a jamais vues, il y a des choses aussi qui n'ont jamais été vues en France depuis 1981 et qui sans doute, je sais à qui elles appartiennent, on ne reverra sans doute pas d'ici peut-être 40 ans, donc précipitez-vous au 22 juin. Ça, c'est intéressant parce que Filigère, tout de suite, va être repéré il va exposer des œuvres pointillistes. Il y a deux autres choses. La première, je dis tout de suite deux autres choses. La première, souvent, il va dessiner le cadre. Il va lui-même dessiner le cadre. Et ça, c'est très, très néo-impressionniste. Ça, c'est vraiment l'héritage de Seurat. Autre chose, il donne à des œuvres des formats trapézoïdaux irréguliers. Aucune explication, hein, mais c'est une sorte de rupture très, très par rapport à comme un milieu où il y a des amateurs qui sont habitués à des cadres bien déterminés. Lui va se permettre ce genre d'irrégularité. On ne sait pas, la seule chose que j'ai trouvée, c'est que Schufenecker fait la même chose au même moment. Il y a un célèbre portrait d'Émile Bernard de mémoire au musée de Houston. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il va être repéré par Félix Fénéon, qui est le plus grand des critiques qui poussent le néo-impressionnisme, qui est le peintre néo-impressionniste, qui est envoyé par Octave Mauss pour rechercher des jeunes artistes pour ses expositions à Bruxelles. Et donc, on a l'impression que Filigère assez vite va rentrer dans ce milieu. Alors, il va assez rapidement se retrouver par ses relations. Il a deux amis, c'est Louis Roy. Louis Roy, ça ne vous dit pas grand-chose, c'est un répétiteur du lycée de Sceaux, mais où le prof de dessin s'appelait Schufenecker. Donc, on ne sait pas s'il rencontre Schufenecker par Roy ou inversement, etc. Mais il y a une connexion qui se fait. Et puis, l'autre grand ami, c'est Colin, qui est étudiant en médecine, etc., et qui sera très proche. Mais Filigère fréquente à ce moment-là un milieu, souvent on appelle ça le milieu autour de chez Madame Charlotte, qui a une crèmerie en face de la Grande Chaumière, et rapidement il va être en relation avec Bernard, Gauguin, Sérusier, Filigère, Schufenecker, etc., etc. Et en particulier, il va être un des prêteurs d'une œuvre de Roy qui lui appartient, de la fameuse exposition de chez Volpini en 89. Alors, il n'est pas dans le milieu, il ne figure jamais sur la liste de Gauguin pour exposer, il ne figure pas sur la liste de Gauguin pour aller à Arles après, ou en 88, ou pour aller constituer cet atelier du Midi. Il est un peu en retrait parce qu'en fait, il va arriver l'année suivante. Ce qui est intéressant, ce que personne n'a jamais remarqué, c'est que il est présent ici, dans la chambre du dessus, en 88, quand Bernard amène Sérusier qui patauge complètement, qui n'arrive pas à se débrouiller, Gauguin est malade, et tout ça c'est bien connu, les suites des maladies de Panama. Et donc il y a un texte de Sérusier qui raconte bien quand Bernard amène Sérusier, il y a Laval et Filigère qui sont avec Gauguin dans la pièce du dessus. Ce que personne n'a jamais vu, alors c'est pareil, dans l'exposition sur le talisman, il n'y a pas un mot de ce contexte. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que dès 88, Filigère est ici, et en 89, il revient. Alors il vient là parce que
à la fois parce que tout le monde venait à Pont-Aven, entre guillemets, mais aussi à cause de ses relations qu'il a nouées à Paris. Alors, et dès 89, il revient, et comme avec Gauguin, il part au Pôle Du, et là, il y a une très jolie phrase. Ils sont à l'hôtel d'Este, ils sont en train de regarder les peintres américains anglo-saxons, qui jouent au football derrière l'hôtel d'Este. Et Gauguin dit à Filigère, de mémoire, hein, c'est totalement absurde, ces gens-là sont en train de courir derrière un ballon alors qu'ils ont l'éternité devant eux. L'éternité, c'est la nature, la culture bretonne, les paysages, ça. Et donc, Filigère va s'approcher comme ça, et sans doute l'une de ses premières œuvres, c'est celle-là, c'est Saint-Maudé, qui n'est pas inintéressant parce que on a l'impression que c'est la leçon de la vision du sermon. Dans la vision du sermon, il y avait cette association du profane et du sacré, et donc, c'est-à-dire le monde des femmes qui écoutent le sermon et qui le conduit du sermon. Et là, on a la procession des femmes écolues, et on a le Saint-Maudé qui apparaît au-dessus, à la fois pour les protéger, ou bien pour veiller sur elles, etc. Et donc, je vais vous embêter là. J'écoute. Et donc, ça montre, alors, évidemment, aucune preuve, il n'y a pas de récit qui dit que... Bon, mais ça veut dire que Filigère était vraiment très lié, s'il était présent en 88, en septembre, quand il y a eu cette fameuse leçon du talisman et autres, ça veut dire qu'il était en relation avec tout le monde, il faisait partie de ce milieu. Alors, sa peinture commence par... et il repart tout de suite à Paris. À ce moment-là, il est vraiment dans une trajectoire où il commence à prendre sa place dans ce milieu-là, et il va en particulier exposer aux indépendants ses premières œuvres symbolistes. Donc l'évolution est radicale entre le petit point du pointillisme. En 6 mois, au contact de Gauguin, il va peindre des œuvres à la fois sur cette technique très pont-avenienne, synthétique, mais aussi avec donc un contenu symboliste. Et Gauguin va beaucoup apprécier ça au printemps 90, quand Gauguin revient entre février et fin juin à Paris. Et là, Filigère aussitôt entre dans le jeu, c'est-à-dire dans la correspondance de Gauguin, on le retrouve. Il est présent. Bernard, qui apprend le métier industriel à Lille, revient de temps en temps, le fréquente. Bon, on sent qu'il trouve sa place, donc avec ce genre d'œuvre. Et puis, quand il vient au Pôle Du, à ce moment-là, c'est tout de suite la mise en avant de ces nouvelles techniques très synthétistes, avec la pointe de la grenouille ici au Pôle Du, la maison du pendu, etc. Déjà, il a abandonné la peinture à l'huile tout de suite, à ce moment-là, et à partir de là, il n'y aura que des gouaches, plutôt petit format, etc. Très synthétiste, avec des cernes légers, etc. Et puis, donc, Filigère va revenir en 90. Là, il y a une très belle lettre, très intéressante, parce que c'est une lettre de Gauguin à Octave Mauss. Octave Mauss, c'était un grand mécène, avocat belge, qui organisait ce salon des vins, qui était le plus important pour l'art contemporain dans toute l'Europe. Et donc, Gauguin demande à Octave Mauss d'exposer, alors je ne le sais pas par cœur, mais il parle du talent de Filigère, etc., et puis il le met en avant, et ça va être, quand on sait combien Gauguin était épouvantable avec ses camarades, et plutôt vachard, etc., il va vraiment soutenir Filigère. Alors évidemment, Bernard et Schwenecker sont absolument furieux que Gauguin intervienne en faveur de Filigère, donc pas en faveur d'eux, et donc il y aura des échanges de lettres assez violents, et Gauguin va au contraire dire, mais Filigère a un très grand talent, et il le prend comme un élève, etc., mais il va l'aider, et il y aura toujours une grande bienveillance comme ça, et j'anticipe un peu le futur, c'est que André Breton va tenir compte de ça, quand il va voir combien, pour André Breton, Gauguin, c'est l'ancrage, c'est celui qui dynamite tout l'art académique, et donc si Gauguin apprécie Filigère, c'est que Filigère mérite. Bon. Et donc, à ce moment-là, Filigère entre dans tout un milieu de relations. 91, il reste à Paris un certain temps, et donc il expose au vin à Bruxelles. Il va nouer des relations avec Rémy de Gourmont, qui est un des fondateurs du Mercure de France, grand écrivain, mais surtout très, très actif, critique, etc., qui va lui demander d'illustrer le latin mystique ou l'idéalisme par la suite. Filigère va rentrer en relation aussi avec Gabriel Albert Aurier,
qui est le plus grand critique d'art de l'époque. C'est le premier qui a consacré des textes à Van Gogh ou à Gauguin. C'est le grand découvreur et qui va aussi, qui va dans un article reproduire pour la première fois une œuvre de Filigère. Et ça, c'est une œuvre qui appartenait à Aurier, qui a été vendue il n'y a pas très longtemps. Et donc, et puis, il y a La Rochefoucauld, tout se fait. Antoine La Rochefoucauld est un saint syrien, grande famille noble, comte de La Rochefoucauld, qui a une grande fortune, il a plusieurs immeubles dans Paris, etc. Grand château en Ile-de-France, à Mény. Et donc, il peintre également, plus ou moins symboliste, néo-impressionniste, etc. Il abandonne. Après avoir fait Saint-Cyr, il abandonne l'armée et il va vivre comme ça. Et donc il se prend de passion pour Filigère et il va le soutenir pendant 10 ans en lui versant une aide mensuelle et en achetant ses tableaux. Et c'est quelqu'un qui va avoir donc une place majeure dans la vie de Filigère et finalement qui va, j'anticipe encore, qui va aussi se retourner contre Filigère parce que Filigère vivait de cet argent-là. Il n'avait pas besoin de chercher ailleurs finalement et La Rochefoucauld va se rendre compte à un moment que ça se retourne contre Filigère qui finalement s'est laissé vivre comme ça. Mais en même temps, La Rochefoucauld va beaucoup le pousser à faire des scènes religieuses, va le traiter il va l'appeler Fra Filigère, il va le traiter de moine, enfin, etc., etc. Et aussi avec une sorte de mise en scène de toute cette collection. Dans son château, il y a toute une sorte d'hôtel avec tous les Filigères qu'il possède, et les plus beaux, toute la collection. Et puis il y a tous les Redons, les Gauguin, etc. Enfin, c'est un ensemble extraordinaire mais qui va être évidemment très important. C'est très bizarre la relation parce qu'il y a beaucoup à la fois de déférence entre l'un et l'autre, beaucoup aussi La Rochefoucauld respecte beaucoup Filigère, en même temps il y a une telle ou telle différence entre celui qui crève de faim et celui qui a beaucoup d'argent. Alors à ce moment-là, La Rochefoucauld est proche d'un personnage qui s'appelle le Sar Péladan, un personnage qui écrivain, mais surtout, on va dire, entre guillemets, agitateur, et qui va organiser une sorte de secte de la Rose-Croix. Filigère n'y appartiendra jamais, ne sera jamais initié, etc. Il ne fera même pas le déplacement, d'ailleurs. Et le but, c'est de créer un salon de la Rose-Croix à Paris, en 92. C'est un salon avec beaucoup de communication. On dit qu'à l'inauguration, il y a eu 23 000 personnes. C'est stupéfiant. Enfin, c'est la première exposition au monde qui a été l'objet d'une communication vraiment spéciale, très moderne maintenant. Et Filigère va exposer, va avoir une des places majeures avec plusieurs œuvres, dont ce genre d'œuvres qui sont des immenses chefs-d'œuvre. Pour la petite histoire, enfin, là, l'œuvre de droite, c'est la Sainte Famille, elle n'est pas venue en France depuis 81. Et elle est au Moyen-Orient maintenant, donc allez la voir, parce qu'elle risque de ne pas être visible pendant 40 ans. Et puis l'autre, celle-là, je l'ai découverte dans une famille à Turin, qui ne savait pas qu'elle l'avait. Ils ne savaient pas qu'ils avaient cette œuvre-là. C'est très compliqué. L'œuvre a été soi-disant au musée Turin, mais elle n'était pas. Ensuite, elle était dans une exposition au musée Turin, puis ensuite à Toronto. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai découvert qu'il y avait un nom qui avait été rajouté dans la liste des remerciements de Toronto. Et donc, c'est comme ça, l'histoire de l'art, c'était beaucoup de petites enquêtes comme ça. Et du coup, je suis tombé sur une grande famille, très grande famille de comte de Monterugio à Milan. C'est la famille Zegna, vous savez, les vêtements, pour ceux qui connaissent, ceux qui possèdent Zegna. Et donc la petite fille, je lui ai dit, vous avez des Filigères, je ne savais pas qui était Filigère, etc. Donc il y avait ça, et elle s'est empressée de le vendre tout de suite à une galerie à Bâle. Et alors quand j'ai droit à une minute pour ce bouquin, c'était une édition très compliquée parce que j'ai demandé de l'argent à certaines personnes, à certains grands collectionneurs, et elle m'a dit qu'elle était gênée à ce moment-là. Donc Zegna, c'est un des plus grands marchands de vêtements. Bonjour. Bref, donc tout ça pour dire que Filigère a un très grand succès en 92, et puis avec ce genre d'œuvre aussi, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, l'un des caractères de son travail, c'est cette proximité avec des modèles qui sont, je reviens en arrière, voilà, avec toute une série de modèles qui sont
comment dire, qui vont lui servir, qu'on reconnaît maintenant. Il identifie certains, Joseph Pobla, Marie Enoff, etc. Il y a plusieurs qu'on retrouve à différentes. Et donc, ça pose la question de cette relation. Moi, je dis les choses très franchement. Ça pose la relation, le problème de cette relation avec ces modèles, et puis évidemment de son homosexualité réelle ou supposée, etc. Alors, moi, je suis très, comment dire, en faisant ce bouquin, j'ai été assez choqué de la part de certains qui enfoncent des portes ouvertes pour ne sachant rien, mais pour jouer au scandale, ou etc. Enfin, il y a eu des choses effrayantes sur le dernier bouquin de Mme Dodin. Elle racontait le suicide de Filigère en rajoutant des tonnes, etc. Bon, il ne s'est jamais suicidé, etc. À un moment, il faut revenir. Moi, je suis très, très prudent et je ne veux pas du tout lancer comme ça. Et donc, je me suis quand même posé la question, parce que c'est pas indifférent. Il semble que après c'est vraiment très compliqué. Après avoir passé des années, je travaillais peut-être 5-6 heures par jour sur Filigère pendant 10 ans. C'est pas rien. Quoi. Ça veut dire beaucoup de prudence, c'est un gros boulot. Et donc, je me suis rendu compte il revenait à un certain moment sur, soit avec son frère en période de crise, il parlait beaucoup de sa première enfance, c'est-à-dire de son enfance. Il disait, je ne suis pas comme les autres, et ça a été l'objet de railleries dès mon enfance, etc. Bon. Il insiste beaucoup là-dessus, comme si le jour où il est né, il y avait une sorte de presque, pour lui, il porte ça comme une tare. Il va avoir, je parlerai après un peu de sa vie où il commence à s'isoler, et donc on n'est pas homosexuel quand on a 1 mois, quoi, ni alcoolique non plus. Alors évidemment, il est alcoolique, il boit beaucoup, il se drogue à l'éther, après il se drogue au Véronal aussi, qui est une sorte de cardinal à l'époque. Certes, et on ne se drogue pas quand on a 1 mois. Il insiste beaucoup sur ça, sur le fait que c'était dès son enfance. Et il dit, seule ma mère m'a compris. Il exclut son père, qui était quelqu'un d'abord un peu plus assez âgé que ça, et il dit, seule ma mère m'a compris, m'a protégé des autres finalement. Et il parle aussi comme s'il y avait une sorte de... Il parle des mâles dominants, entre guillemets, c'est-à-dire comme s'il y avait des hommes, et puis lui qui était faible par rapport aux hommes, etc. Alors, deux explications. J'en parle très peu dans mon livre parce que je ne suis pas médecin, je n'étais pas là pour il a été réformé au service militaire, bon, mais ça ne veut rien dire. Tandis que son frère est passé. 2 explications. J'ai consulté entre guillemets, une personne que j'apprécie beaucoup, que je respecte, qui est le professeur Wittker, qui est le petit-fils de Ranson, très grand urologue, l'un des plus grands urologues en France. Il m'a dit, en parlant comme ça, il m'a dit traumatisme sexuel de l'enfance. Bon, mais j'en sais rien. J'ai beaucoup parlé avec un psychiatre qui s'appelle Henri de Grissac, que j'aime beaucoup aussi parce que lui-même aime beaucoup la peinture. Enfin bon, ça, on a longtemps parlé. Il venait de prendre sa retraite, etc. Et il m'a dit, lui, c'est un problème d'anatomie, c'est-à-dire Filigère a eu un problème du type testicule non descendu. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, vous n'attendiez pas à ça. Et à l'époque, maintenant c'est rien, mais à l'époque, ça ne s'opérait pas ou mal, etc. Et ça crée des traumatismes épouvantables pour les gamins, du genre, par rapport aux autres, imaginez en pension, par rapport ils sont sans arrêt, on se moque d'eux toute leur vie, les mâles dominants, entre guillemets, les persécutent, et c'est des gens qui reçoivent, seul évidemment sa mère était le protégé parce qu'elle comprenait, etc. Et surtout ça crée des comportements qui sont tels, et ça c'est bien étudié par la littérature, c'est que souvent les homosexuels sont attirés par ce genre de personnages, et souvent ces gens qui ont ce handicap fréquentent, ont besoin de ce milieu plutôt d'adolescents, d'enfants, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soient ni homosexuels, ni pédophiles, etc. Et d'ailleurs, quand on reprend tous les témoignages de modèles de Filigère, alors qui ont surtout au moment de l'exposition de Mira Jacob en 1962, ils ont été contactés par la presse locale. Ils ont raconté que Filigère était marrant, il leur donnait des bonbons, quand il était trop saoul, il le savait très bien, etc., etc. Et quand il donnait des dessins de nus, les parents étaient affolés, ils brûlaient les dessins, etc. Mais il n'y a jamais eu un mot sur des atteintes ou des choses, enfin des choses qui ont pu se passer. Jamais
personne, et pourtant j'ai à peu près une dizaine de témoignages de modèles comme ça, etc. Alors, je vous dis ça comme ça, vous attendiez peut-être pas à ce que je dise ça, mais c'est un problème qui est posé parce que d'autres ont dit n'importe quoi. On dit il a quitté Paris parce qu'il y a eu une bagarre entre homosexuels. Alors certains, comment dire, vont très loin dans presque des descriptions, etc. Alors que ça ne repose sur rien. Moi, je suis dans une position très prudente. Ce qui est sûr, c'est que après cette période, donc effectivement, il a des, comment dire, il y a ces modèles autour de lui, il y a des histoires amusantes. Par exemple, à un moment, il y a un modèle qui est nu en train de prier sur la plage au Pouldu, et bon, les gamins se baignaient nus à l'époque, bon, et il y a le curé du Pouldu, le curé de Cloire, qui s'appelle Abbas, qui avait de l'eczéma, et il vient soigner à l'époque, où on disait qu'il fallait se mettre dans l'eau de mer pour soigner son eczéma. Donc il débarque et il voit l'enfant nu qui est en train de prier sur le sable, Filigère en train de dessiner un peu plus loin. Enfin, bon, ça fait partie de l'anecdote, mais ça veut pas dire grand-chose. Alors, quand Gauguin s'en va, en 90, il se retrouve seul finalement, et c'est lui qui va parler de Pont-Aven. Il va avoir une grande influence sur des gens comme Maufra, sur O'Connor, sur Seguin, etc. Il va être le seul transmetteur, au moins du temps de Marie-Henri. Et quand Bernard revient en 92, ils vont se retrouver, ils vont avoir des échanges d'œuvres, etc. Et donc, à partir d'un dessin qui est sur place, et donc on voit ensuite comment Filigère manipule les choses, c'est-à-dire la maison du pendu ne peut pas être vue comme ça, absolument pas, parce que là on est dans la mer, donc il l'utilise quand même, il utilise les grands arbres du type japonisant qu'on voit sur certaines œuvres, et puis il joue sur le personnage, donc c'est toute une manipulation des images qu'il fait. Souvent il y a une petite bande noire, comme ça, il écrit quand il signe et autres, il le fait. Et puis 92, donc il est encore à l'auberge, il va décorer le dernier finalement pont de mur qui est encore vierge avec cette œuvre-là. Certainement, c'est à partir d'un petit dessin qu'il envoie à la Rochefoucauld, et c'est certainement lié au symbole de la Rose-Croix. Et puis autres œuvres. Donc c'est une période extrêmement féconde. Là, on est en 92, 93, etc. Là, beaucoup de gens enfin, la plupart du temps, les gens mettent le paysage devant hommes nus devant la mer. Or, là, le blanc, en fait, c'est la grande dune qui passait depuis les grands sables jusqu'à Bélangenette, qui montait, elle faisait 100 mètres de haut. À l'époque de Gauguin, c'est un phénomène géologique qui était assez incroyable. En fait, le blanc, c'est la plage, le sable qui remonte et qui redescend de côté, et ça, c'est la pointe qui continue là-bas. Ce qu'on peut noter là, c'est la grande influence de Puvis de Chabannes, comment dire d'ailleurs que Aurier avait remarqué en son temps. Et à partir de là, Filigère va s'engager dans des travaux très longs. Il va le faire deux fois dans sa vie, avec et des choses qui vont lui prendre un temps fou. Et finalement des sujets dans lesquels il n'arrivera pas à se contrôler ou à trouver. C'est le jugement dernier qui apparaît tout de suite après ces peintures religieuses qui vont être présentées selon la Rose-Croix. Et c'est intéressant parce que il travaille beaucoup les personnages, mais c'est autant lui avec la mandoline qui est là. C'est une suite finalement d'autoportraits. C'est-à-dire dans toutes ces peintures suivantes, on a l'impression qu'il est autant lui, il se représente sous la forme d'adolescent. Finalement, c'est pas son visage à lui, mais autant où parfois le Christ, ou parfois c'est Saint Jean-Baptiste qui veille le Christ ou autre, etc. On a l'impression que c'est presque jusqu'à la fin de sa vie, c'est comme si ces gouaches devenaient des outils d'introspection qui vont après évidemment prendre une forme très spéciale au moment des notations chromatiques. Donc on a l'impression qu'on le voit là, il joue de la mandoline comme lui. Là, c'est avec le Saint Jean, donc je pense que c'est Saint Jean-Baptiste, mais lui, c'est également, ça peut être lui, comment dire, les falaises du Pouldu avec le sable rose, et puis œuvre aussi extraordinaire d'Indianapolis, que si vous allez à Paris, vous verrez à l'exposition, c'est aussi une œuvre qu'on ne va pas tous les jours à Indianapolis, et donc c'est une œuvre extraordinaire, et une des plus belles. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, normalement, il y a les dénus, les élus, les damnés, et finalement, il n'y a plus, ça correspond tout à fait à son esprit, c'est-à-dire il est allé au-delà de la séparation traditionnelle du thème, pour essayer d'imaginer quelque chose, et finalement, les personnages sont les mêmes, comment dire, à gauche, à droite, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe, etc., entre
sorte de juxtaposition. Et là, il passe de mémoire 6 ou 7 ans dans cette œuvre-là. Et il n'arrivera pas, il va essayer d'imaginer le panneau central et un Christ avec 2 anges, totalement disproportionnés, et il n'arrivera pas à le faire. Là, j'ai fait une reconstitution d'après une étude du panneau central, et il va échouer finalement, mais ça va l'occuper quasiment 8 années, comme ça, sans arrêt, c'est-à-dire le temps n'existe plus. À partir de 93, mais même avant que Marie-Henri s'en aille, Marie-Henri est partie en décembre, dès le mois de juin, Filigère s'en va. Alors pour quelle raison je pense que déjà il peut plus supporter les autres pensionnaires, et puis son alcoolisme fait qu'il est ingérable, etc. Et donc il occupe une dépendance près de Saint-Maudé, et il revient le soir pour manger, il part dans la journée. Et puis à un moment, il en a assez de ces gens qui sont autour de lui. Il est dans la petite remise en bas, dans l'apprenti, et il va aller d'abord dans la maison près d'un modèle, et puis après il va aller être sudé dans un petit presque un grenier, enfin d'une grange, etc. Il est là, et il va y vivre jusqu'en 1901. C'est-à-dire, alors qu'il est en pleine gloire, entre guillemets, il fait partie des peintres les plus appréciés dans le milieu du symbolisme. Il expose aussi chez le parc de Bouteville, qui est la galerie la plus moderne à Paris à ce moment-là. Il expose à la Rose-Croix. Il est invité pour une autre exposition qui s'appelle Pour l'art, cité par des grands écrivains pour illustrer des bouquins, et il rompt complètement. Et donc, cette rupture va se faire, progressivement, ça va jusqu'à quasiment la fin de sa vie. Il a un tel dégoût de lui-même, mais un tel dégoût aussi, il a une telle difficulté à avoir des relations avec les autres, c'est-à-dire il va chercher à se protéger, et il élimine vraiment tout ce qui est à l'extérieur. Il ne bouge pratiquement plus, il est incapable de répondre aux sollicitations. Il aurait pu avoir une carrière formidable, c'est de ma part de vous dire ça, mais il aurait pu rencontrer tout le monde, par Octave Mauss, après par Gustave Fayet, le grand collectionneur des Gauguins, par René Philippon, qui est un très grand collectionneur de Redon. Il a connu tout le monde, et il a Éric Satie, ou la Rose-Croix, qui aimait dans la musique, etc. Enfin, tout était possible. Par les soutiens qu'il avait, la Rochefoucauld, Gauguin, les Goncourt, etc. Gourmont, etc. Et puis, et même quand il se replie sur le même quand Gauguin vient en 94 au Pôle Du récupérer ses biens chez Marie-Henri, vous savez, elle refuse de lui rendre ses œuvres, il y a un procès qui s'engage, Gauguin vient à côté dans le nouvel hôtel Guanec, etc. Il a attendu. Et puis à un moment, il a vu Filigère au Pôle Du, il lui a offert une gravure Manao Tupatou. Filigère figure parmi les 3 personnes, qui ont eu le plus d'œuvres données par Filigère, le portrait de Mallarmé, la série des infographies, etc. Ça montre vraiment leur relation. Et Gauguin revient spécialement au Pôle Du en 1994 pour l'inviter à la fameuse partie à Concarneau, qui s'est mal terminée. Et donc, et après, il se retrouve en convalescence, la cheville cassée, et Filigère va venir le voir à ce moment-là. Enfin, il y a des relations qui qui existent, et Filigère n'en tire pas parti. Et là, ce sont deux œuvres d'après un dessin de Filigère qui ornent le premier numéro de l'Imagier. En fait, c'est Alfred Jarry qui vient spécialement voir Filigère à la demande de Rémy Gourmont pour élaborer un almanach des estampes sur bois. Et donc, auparavant, Léon-Paul Fargue était venu voir Filigère. Il y a tout un ensemble comme ça, des mouvements de gens. Il y a Jules Bois, l'écrivain, qui va le voir aussi, etc. Les gens font faire le voyage. Et Filigère illustre le premier numéro d'Imagier, qui est financé par la Rochefoucauld et Jules Bois, avec cette gravure, cette version-là sur les exemplaires ordinaires, et cette version rehaussée au pochoir sur les exemplaires de tête. Et donc, il est reproduit Jarry va lui écrire un article, il va lui consacrer un article de 2 pages dans le Mercure de France, avec une illustration dans le numéro du mois suivant, en octobre.
Et donc la Filigère, mais il ne fait rien, quoi. Quand Jarry lui demande un dessin pour illustrer son article, mais il ne bouge pas. Il dit, oh, mais vous allez trouver ça chez un tel, chez la Rochefoucauld, adressez-vous, ou bien je n'ai rien, etc. Et puis, ah bon, et puis quand on lui demande d'illustrer un bouquin, il dit, oh, vous devriez vous adresser à un autre peintre, je ne sais pas. Bon, il ne fait vraiment rien pour, ça d'ailleurs, pour son mécène absolument usant. Et donc, il a une carrière qui se déroule bien, et donc tout d'un coup il coupe volontairement, il s'isole, il n'expose plus, il est dans son coin à Tersulé, et donc il va produire encore quelques œuvres très importantes comme cette famille de pêcheurs bien connue, et des paysages également, très peu nombreux, des paysages de la Carnet Vénas, la ferme du Pouldu, et l'œuvre que j'ai eu la chance de pouvoir acheter, enfin j'ai mis le prix, mais, vos impôts, on va dire, vos impôts, je vous remercie. Et donc, très grands chefs-d'œuvre. Et donc, il enchaîne comme ça, on a appris, Filigère travaille souvent d'œuvre en œuvre, etc. Il recycle beaucoup de choses, il travaille par calque, il travaille beaucoup aussi avec des mises au carreau, il va d'ailleurs laisser apparente au fur et à mesure. Et là, par exemple, quand on voit ce Christ en croix avec le paysage du Pouldu, on retrouve le paysage là, mais le petit jeune modèle qui est là, on va le retrouver ici, etc., qui est Joseph Paublat, qui est son modèle préféré. Donc là, on va dire tout continue normalement. Autre grand chef-d'œuvre, avec comme là, par chance, l'entourage a été conservé, dessiné par Filigère, la même démarche que Gauguin, c'est-à-dire il resitue toujours son mysticisme dans son quotidien, c'est-à-dire à la fois par ses paysages, et à la fois qui apparaissent, et à la fois par les modèles qui sont les siens, ce sont des gens qu'il côtoie, à qui il donne à la place de Saint Jean-Baptiste ou de la Vierge, etc. Donc il continue, pratiquement toute la production est vendue à la Rochefoucauld, c'est-à-dire comme il n'expose plus, et ça lui suffit pour vivre, c'est-à-dire après la mort de son père, il a été mis sous tutelle, il n'a pas eu la succession, il n'a pas bénéficié, il n'a pas eu sa part de succession, mais son frère et sa sœur l'ont mis sous tutelle, sans qu'il soit au courant d'ailleurs, etc. C'est une sorte de grosse manipulation, mais sans qu'il puisse toucher au capital, mais il a simplement une petite rente qui arrive, une petite somme d'argent qui arrive, et cette somme d'argent correspond juste à ce qu'il faut pour vivoter sans rien de tout, sans les terres, sans l'alcool, sans les déplacements, sans rien, etc. Donc il va petit à petit se contenter de ça et vivoter comme ça, et puis il n'a pas besoin, surtout il a une telle peur, il appelle ça la ville, tout ce qui est à l'extérieur. Par exemple, quand son père meurt, il prend le train et il s'arrête un peu mauvais parce qu'il est tellement malade, l'idée de partir, de quitter le Pouldu, etc., fait qu'il s'arrête et il faudra 2 jours pour remonter dans le train, pour aller à Paris. Là, il sera incapable d'aller d'abord l'enterrement est passé depuis longtemps, mais d'aller même voir sa famille. Il se replie sur lui-même, et à un point où ça va dépasser l'entendement. Donc il produit encore, il y a toute une série d'œuvres comme ça, une série d'œuvres qui sont très très belles, avec à chaque fois où il a la petite maison bretonne qui est là, ou là également. Alors on ne sait pas très bien si c'est lui-même qui se représente, parce que là c'est le Christ, il y a la fameuse plaie qui est là, l'ajon qui est là, qui pourrait être une couronne d'épines, et c'est peut-être lui qui se représente, ou bien lui qui regarde le Christ, etc. Il y a un jeu comme ça qui se fait. Peinture encore très, très pontavénienne, avec souvent les carnations sont traitées de manière hachée, des hachures un peu obliques, et puis les fonds sont toujours très, très, très en aplat, avec des acats de couleur pure, avec des cernes. Et puis, à ce moment-là, il va partir, la Rochefoucauld lui dit que ça, 10 ans, c'est déjà beaucoup. Alors, il dit qu'il n'a plus d'argent. En même temps, il paye le voyage moi, je suis pas libre, parce qu'en même temps, il paye le voyage de Bernard depuis Le Caire jusqu'à Paris. Bref, Filigère comprend que ça a été un piège pour lui. La Rochefoucauld comprend aussi. Et là,
Filigère La Rochefoucauld va lui donner 1 année et demie d'avance, et le problème c'est qu'il va craquer le fric. Il va évidemment, j'ai retrouvé des paroles de la fille de l'hôtel Le Cadre à Rochefort-en-Terre où elle décrit comment Filigère est ivre-mort en permanence entre la prison, le met en prison, épouvantable. Il va craquer l'argent, il va commencer une sorte de errance dans le Morbihan, essayer de trouver un endroit, Rochefort-en-Terre, Malensac, Sarzeau, Elvin, Saint-Nolf, etc. À ce point-là. Il va, il n'a plus de modèle, parce qu'il découvre d'ailleurs un peu qu'à Saint-Nolf, à Rochefort-en-Terre, ce sont des paysagistes. Pourquoi à Rochefort-en-Terre, à cause de O'Connor qui était auparavant, mais il y a que des paysagistes et personne ne pose. Il va se retrouver sans modèle, et là, par exemple, pour cette œuvre-là, première fois aussi complètement inédite, première fois qu'on la voit dans le Moyen-Orient, première fois qu'on la voit en vrai, il reprend une reproduction d'un célèbre tableau de Bronzino du Louvre, l'homme portant une statuette. Et donc, il va, à partir de ce moment-là, il va prendre des modèles dans les estampes qu'il possède, des images de Pinal, en particulier celle de Guimagier, dans les reproductions des peintures italiennes, et puis dans toute la statuaire bretonne, dans les sculptures des Enfeux, dans les anges baroques, des autels, des retables, etc., etc. Il y a tout, et puis, ou bien sur les sablières, ou bien il y a tout un nouveau vocabulaire qui apparaît à ce moment-là, thématique, et donc il laisse de plus en plus les traits de crayon, c'est-à-dire pour une œuvre comme ça, où il y a toute la mise au carreau, enfin la triangulation, la mise au carreau qui est apparente. Là aussi, on se demande, pour un amateur, un collectionneur qui achète, enfin c'est une esquisse, et non, c'est pas ça du tout. Et puis, il va se lancer dans une très grande démarche, là. Il part, donc il revient en 1904, il a craqué son fric, il revient au Pôle Du, et bon, il reste quelque temps, il change aussi l'hôtel Portier, après Kerzelec, etc. Et il repart, son frère le fait venir à Bâle pour essayer de mettre au point une stratégie, parce que son frère, qui est très matérialiste, il a du mal à gérer en même temps, il aime beaucoup son petit frère, avec lequel il a partagé de nombreuses années de pension, mais il a beaucoup de mal à le gérer. Et donc, il essaye de voir s'il peut vivre à Bâle, ou bien de le faire entrer dans une trappe comme Oblat, près de Mulhouse à Oldenburg, et puis finalement Filigère repart, et à partir de là, il n'a plus l'argent de la Rochefoucauld, il a le peu d'argent de sa rente, mais qui lui suffit juste à payer l'auberge la plus pourrie, et son frère le pousse, son frère lui dit qu'il est fou et qu'il est dément, etc. Il n'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'il se fasse enfermer quelque part. Et là, ça devient effrayant. Ça va durer 8 années. Et donc, il essaye de se faire interner à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alvé, près de Vannes, qui est un hôpital extrêmement moderne, et les médecins vont le refuser. Parce qu'il n'est pas délirant, il n'est pas fou du tout. Il faut partir de là. Il n'est pas, comme s'il y a eu des espèces de théories qui ne tenaient pas. Il n'est pas fou du tout, mais c'est quelqu'un qui a un comportement, surtout le fait qu'il soit alcoolisé tous les jours, etc. Après, il va rentrer par défaut à l'hospice de Malais-Croix, et là, c'est 1000 fois pire que les EHPAD actuellement. Il y a des mélanges d'handicapés, de déments, de vieilles personnes, enfin c'est effrayant. Et il tient un peu, et puis après, avec des bonnes sœurs terribles, redoutables, qui maltraitent les gens, vraiment effrayant, épouvantable. Et là, il réussit à se sauver parce qu'il était vraiment enfermé. Et puis, il essaye d'entrer à Timadeuc, à l'abbaye de Timadeuc, se rapproche. Et là, en fait, le grand problème des trappistes, là, à ce moment-là, c'est qu'on est en pleine période de mise en application de la loi de séparation de l'Église et de l'État, et déjà les moines ont prévu d'être expulsés, donc ils ont déjà créé une antenne au Canada, et ils sont sur leur garde, ils savent que du jour au lendemain, ils peuvent partir, donc ils ne récupèrent pas d'oblats. Et alors on ne sait pas si Filigère pensait à ce qu'avait fait Huysmans à Ligugé, ou comme ça, avec aussi créer une communauté à côté de l'abbaye, en faisant venir le peintre du lac, etc. Je ne crois pas qu'il le sache, mais c'est un peu son idée, c'est ça, c'est-à-dire d'être sous la protection d'une abbaye, mais en restant civil, c'est-à-dire comme un oblat. Donc ça foire, et après, il part à Guarec, donc il fait un périple comme ça, et là c'est l'horreur, mais l'horreur absolue. Et le pire, c'est qu'il va faire ça dépasse l'entendement.
si vous avez le courage d'arriver à ces pages-là, mais c'est effrayant, là, la misère à tout point de vue, enfin, c'est l'enfermement le plus complet, il creve de faim, il creve de froid, et il va faire des œuvres, c'est là qu'il écrit les plus belles lettres aussi, enfin, et il va faire des œuvres très étonnantes comme ça, qui vont l'occuper aussi des années, et là, en fait, c'est une œuvre très compliquée. Alors, elle vient d'apparaître sur le marché il y a très peu de temps. Ça a été assez amusant parce qu'elle a été mise en vente à Varsovie pour, mettons, de mémoire, c'est 200 €. Bon. Tout le monde s'est excité. Moi, je connais une cinquantaine de collectionneurs Filigère, etc. Tout le monde m'appelait, tout le monde s'excitait, étant persuadé que c'était l'affaire du siècle. Quoi. Il y avait 2 hommes. Quoi. Et puis, et en fait, c'est marqué Philibert au dos, et puis les gens ne savaient pas. Les vendeurs, une grande maison de vente de Varsovie ne savaient pas. Et ça, c'est une vente Stravinsky, c'est-à-dire, en fait, à un moment, Filigère n'en peut plus, et il réussit presque comme s'il donnait un coup pour remonter, pour ne pas se noyer, et il appelle, en fait, entre guillemets, il lance des appels à Baline, à Seligman, à Schwenecker et à Stravinsky, etc. Et il y a des œuvres qui vont partir comme ça, et au Danemark, et en Pologne. Et donc ça, c'est un triptyque. En fait, on a du mal à comprendre parce que c'est un triptyque vertical. C'est-à-dire, en fait, il va concevoir un triptyque. Pour nous, c'est 2 volets, puis un panneau central. Donc là, qu'est-ce que vous voyez au premier regard? C'est un vase. Et en fait, donc, il va concevoir donc ça, c'est un peu comme un volet gauche, avec les staurotides, là, les petites pierres, vous savez, qu'on trouve dans la région de Vaud, qui sont les pierres de croisade, les pierres de... comment dire, d'ailleurs, qu'il va ramener à son frère en 1903, un monstre qu'il a certainement vu quelque part dans une chapelle, une église de Bretagne, mais qu'il va utiliser. Là, c'est une chose qu'il reprend sur une gravure sur bois, hein, c'est Simon de Sirène, des décors qu'il retrouve à ce moment-là. Il conçoit beaucoup comme ça d'éléments décoratifs, et là, c'est un crâne qui se trouvait dans l'hospice de Malétroit, et il va mettre 4-5 ans à faire ce genre de choses. Et puis ensuite, et là, ce sont des œuvres qui sont au moment de la plus grande détresse. C'est matériellement, c'est absolument effrayant. Et il passe ce genre de choses qui a aussi été vendu. On peut revenir sur celle d'avant. Oui. Merci. Attendez. Voilà. Parce que je suis iconographe. Et donc, quand je vois ça, je ne vois pas un vase. Je veux dire, il y a toute l'histoire. Non, mais il y a la forme du vase. Oui, il y a le pied du vase. Et par rapport au crâne ou le nouvel Adam, avec la prohibition, enfin, il y a toute l'explication symbolique chrétienne qui est... Il y a 5 pages dans le livre où à la fois il en parle à son frère, il le décrit, il offre à son frère lui rend parce qu'il n'a rien compris, et du coup il réécrit, etc. Il en parle à sa sœur. Oui, évidemment, la symbolique chrétienne avec le poisson ictus et tout, voilà. C'est évident. Et je ne vais pas vous garder jusqu'à... non, mais je trouvais intéressant de... Oui. Il y a chez lui, tout se justifie. Et tout se... Bon, et souvent, ça prend la forme, évidemment, de citations philosophiques et autres, mais c'est comment dire... il y a une vraie pensée aussi. Alors, il part... quel est le but final? Il l'explique, mais à chaque fois... il explicite, mais à chaque fois, il y a des petites références comme ça. Là, ce sont les roses qui poussent sur le comment dire, l'endroit où le Christ a été enterré, sur le Golgotha, etc. Enfin, à chaque fois, il y a des justifications. Et là, c'est une œuvre qui s'est retrouvée aussi à Copenhague en vente il y a quelques années. Sans doute, ça ne peut être une origine Moritz-Wallin. Et donc, les œuvres les plus complexes au point de vue technique qui ont été faites dans le moment de plus grande pauvreté. Alors, en même temps, peigné très lentement, là, on est passé rapidement sur le portrait de La Rochefoucauld. Ça l'a occupé, il en parle longtemps parce qu'il en parle souvent parce que son mécène est impatient de recevoir l'œuvre. Et là, on sait que cette année-là, il aura fait de gouache en tout et pour tout. Donc, il vit dans ça, il ne fait que ça, et bouquiner, et puis c'est tout. Et donc, ça se poursuit avec des œuvres comme ça aussi, où il joue aussi de choses très étonnantes, comme là, il est totalement libéré, en particulier, il puise dans l'imagerie médiévale, dans l'imagerie des primitifs italiens, dans les disproportions entre les tailles. Il joue le cadre, évidemment, est fait par lui-même,
des petites choses comme le pied qui déborde comme ça. Donc là encore, la période 1908 et autres les plus épouvantables. Et puis ensuite, après Guarec, il se fait voler, et là il va devenir totalement parano, on lui vole des œuvres, après ça devient une sorte d'obsession. Il réussit à aller à Guémené sur Scorff, là d'abord un peu à l'hôtel, et après il entre à l'hospice, et là c'est l'horreur absolue aussi. Et il devient complètement parano. Alors le problème c'est qu'à chaque fois, il essaye de monnaie, comme il n'a pas d'argent, il essaye d'obtenir des avances sur sa rente mensuelle, il combine des trucs, il se fait avoir par tout le monde. Et son frère, depuis Bâle, est complètement affolé de voir des tas de choses qui se passent. Et son frère, à un moment, a envoyé des gens pour lui prendre les papiers, enfin pour voir, les émissaires. Et donc, ils prennent les bouquins en même temps. Et puis Gère se moque parce qu'il dit mais ces livres-là, je les connais par cœur. Enfin, et des livres de poésie. Et donc, et là, il y a une rupture très violente avec son frère, avec Schwenecker, qui essaye d'acheter des œuvres pas chères. Enfin, là, les lettres sont d'une violence absolument folle. Et il va connaître ensuite il se rapproche de Pont-Aven, Arzano, là, une description aussi où il y a une sorte de coma lié à l'abus de Véronal. Il est sauvé de justesse. Il arrive à Quimperlé, il reste un certain temps. Et là, il prend appui, il reprend pied finalement au contact de Pont-Aven et du Pouldu. Par exemple, il y a Armand Parent, qui est un très grand musicien. Ça veut dire qu'on Armand Parent, c'est un très grand musicien belge amateur de Gauguin, il vient voir Marie-Henri, il lui achète des Gauguins, et il va en même temps rencontrer Pilger, il lui achète le célèbre portrait de Mallarmé, et puis il lui achète des œuvres aussi. Il y a un autre musicien qui s'appelle Jean Lardy, qui a Quimperlé, il lui achète des œuvres aussi. Et ici, à Pont-Aven, il y a ou dans le coin, il y a deux peintres américains. J'ai un doute, est-ce que c'est américain ou c'est Guy Ferris-Ménard et puis sa compagne s'appelle Catherine McCausland, qu'il connaît depuis l'époque du Pouldu et qui vont en fait vendre des œuvres, lui acheter des œuvres et les vendre ou bien servir d'intermédiaire. Et puis surtout, il y a le Coron qui s'est installé juste à côté, qui a ouvert son espèce de galerie et qui va le vendre aussi des œuvres. Donc là, il réussit comme ça à retrouver un peu d'argent. Il s'installe donc à Quimperlé, et puis de là, donc là, les œuvres sont très, très différentes à ce moment-là. Il s'inspire beaucoup aussi des gravures qu'il possède. Là, c'est Notre-Dame des Ermites qui est reproduite dans un numéro d'imagier. Il va imaginer tout un ensemble comme ça de constructions sur le paysage. Il utilise beaucoup l'hermine et des éléments comme les fleurs de lotus et autres. C'est très, très stylisé, c'est beaucoup moins... il aura une période aussi où il a essayé de faire de la céramique, après de décorer la céramique, comme il a fréquenté le petit village de Malensac à côté de Rochefort où il y avait une faïencerie. Il a essayé de faire aussi des décors sur bois, de décorer des bols en bois, des choses comme ça. Ici à Pont-Aven, il va essayer avec le Coron. Il y a tout un début de projet aussi pour essayer de vendre des choses au marché. Enfin bon, il essaye comme ça, mais il reprend pied. Et puis, avec des œuvres aussi d'un autre, on est dans un autre domaine. Ça, c'est la première œuvre achetée par le père de Breton, d'André Breton, ici à Pont-Aven, je crois que c'est en 49, quelque chose comme ça. Et puis, donc, des constructions qui sont tout un ensemble d'iconographie des chevaux phéniciens, des lotus, des villages, toujours des plantes, etc. Il y a un symbolisme. Et puis, donc là, on est sur place. Il change complètement avec sans doute l'idée de composer des choses, des cartes à jouer ou des décors. Enfin, il y a des tas de projets qui apparaissent. Il est depuis donc il a rompu avec son frère va mourir peu après, peut-être suicide. Ça a été absolument effrayant ce qui s'est passé entre les deux. Et puis à ce moment-là, Filger part à Tréguin. Donc l'errance continue, il s'installe à l'hôtel du Menhir, et là il a pour la première fois depuis longtemps, il a une grande chance, c'est que le cousin de l'hôtelier s'appelle Le Gallec, le cousin de l'hôtelier, c'est un curé qui s'appelle l'abbé Henri Guillerme, qui est un homme, d'après ce que j'en sais, assez remarquable par toute sa production. Il a produit énormément d'ouvrages sur la musique bretonne traditionnelle, il a écrit, il a retranscrit, c'est un organiste, un musicologue, et il était, on
trouve cela, on trouve ses bouquins. Il a été une vraie personnalité de la musique religieuse et comment dire, et populaire en Bretagne à ce moment-là. Et Guilherme va jouer certainement un rôle important, va sortir quelqu'un d'important. D'abord, il va réunir une collection, alors donner, payer, j'en sais rien. Mais il y a un témoignage, c'est que juste avant de mourir, il écrit à sa nièce et à son neveu à qui il lègue les filigères, la collection, une quinzaine de pièces, et il dit faites attention aux filigères, c'est quelque chose d'extrêmement important qui deviendra très, très, très important. Entre guillemets, que cet hôtelier, donc de l'hôtel du Menhir, son père était meunier et durant son adolescence, il a eu un accident de travail, il a eu un bras qui a été pris dans une meule, donc il était manchot. Donc il ne partait pas à la guerre. Par contre, là on est en 14, par contre, il s'était reconverti pour devenir clerc de notaire, chez un notaire de Tréguin qui s'appelle Maître Tchang. Et Maître Tchang part lui à la guerre et ferme son étude. Et donc l'hôtelier se retrouve, l'époux de l'hôtelier se retrouve sans boulot, et Guilherme, qui est à ce moment-là curé de Gaulas, réussit à lui obtenir un emploi, à obtenir à son cousin un emploi de secrétaire de mairie de Plougastel. À ce moment-là, et Guilherme va imaginer, c'est lui qui est à la manœuvre, il va imaginer que finalement cette famille-là, les Le Gallec, qui ne vont pas reprendre un hôtel à Plougastel, mais pourrait devenir une famille d'accueil pour Filigère. Et donc il y a une combinaison à ce moment-là. La sœur de Filigère a perdu son mari que Filigère détestait tant, donc elle renoue des relations. Le frère de Filigère est mort. Et bon, la famille se recompose un peu. Et là, il y aura un contrat d'aliment qui sera passé entre la famille de Filigère à Tannes et puis cette famille Le Gallec pour l'héberger jusqu'à la fin de sa vie, lui donner de quoi vivre, etc., etc. Il y a un contrat d'aliment qui sera signé plus tard, à cause de la guerre, etc. C'était très compliqué, à Cannes, il y avait la guerre et puis c'était allemand. Donc c'était un peu compliqué de mettre au point les choses, mais il y aura, ça va être fait, et Filigère va être pris, on va dire, dans les bagages de cette famille, alors contrairement à tout ce qu'on a pu écrire. Pendant cette période-là, il y a aussi des choses, des témoignages. Fromut vient à Pont-Aven ici avec un ami et ils repartent à pied à Concarneau. Et puis il s'arrête à Tréguin, il raconte. Et puis il tombe sur Filigère, ivre-mort complètement. Enfin, bon, et puis Fromut raconte, c'est quelqu'un qui a connu Gauguin, etc. Et puis Filigère de temps en temps débarque à Concarneau aussi. Mais alors il y a plein de souvenirs parce que là, moi j'ai rencontré les petits-enfants de cette famille Le Gallec, mais j'ai eu accès à un manuscrit écrit par un des enfants qui a bien connu, qui avait 10 ans, 15 ans. Filigère a vécu 15 ans chez eux, donc il a très bien connu Filigère et il a raconté des anecdotes qui sont précieuses. Où Filigère, dès qu'il y avait une œuvre vendue, il prenait une sacrée cuite, mais en même temps il donnait l'argent à tout le monde. Enfin, il faisait les pires bêtises, etc. Donc il y avait que cette Madame Le Gallec finalement qui le tenait assez bien. On a l'impression d'ailleurs qu'il y a eu Marie-Henri à un moment, qu'il a tenu, et puis Forte Femme, et puis il y a aussi cette Madame Le Gallec. Donc il part à Plougastel. L'œuvre évolue de plus en plus. On a l'impression que si on reprend par toutes les scènes religieuses, au départ les names sont très simples, et puis après ça devient de plus en plus décoré. Et puis on a l'impression que les names deviennent presque les entours, l'environnement, les cadres, avec les figures vont exister, et puis finalement on va voir qu'elles disparaissent progressivement, que c'est l'entour décoratif qui va prendre le dessus. Donc des œuvres symbolistes à ce moment-là. Ce qui est intéressant là, c'est que il écrit en même temps qu'il dessine. Il y aura toute une période comme ça, jusqu'à la fin de sa vie, où il dessine. Alors souvent l'écriture, le contenu n'est pas très marrant, il explique, je pense que c'est son obsession, il parle de pureté, de répétition, de notations, il emploie le terme opus, etc. etc. Mais c'est une chose très, très rare, on a l'impression qu'un coup de pinceau, il écrit dans tous les sens. Cette planche, cette gouache est absolument rare parce que ça a été conservé. La famille Le Gallec, qui a tout gardé quand il est mort, elle s'est empressée de couper tout ce qu'il y avait autour pour faire propre. Donc la plupart des œuvres ont été coupées, ou bien, parce que ça avait des formats un peu plus compliqués, c'était les enfants qui jouaient au découpage. Et j'ai connu des gens qui ont connu les enfants
bien, et donc ils ont participé à ce découpage, c'est-à-dire dans les années 40, 50, les gamins s'amusaient à faire du découpage auprès des Filigères. C'est la vie. Et donc, c'est intéressant qu'il va multiplier des thèmes comme ça, Jeanne d'Arc, des Madones, Sainte-Catherine et autres, etc. Donc il y a une série d'œuvres avec plus ou moins des entours plus ou moins importants qui se développent, etc. Et puis, ça va aller jusqu'à des œuvres de plus en plus complexes, hein, très belles, rarissimes, avec où là, le côté obsessionnel de cette décomposition. Alors, il a abandonné complètement, évidemment, la touche à main libre, tout se fait au compas et à la règle. C'est très, très mesuré, très étudié, et ça devient vraiment, dans le plan d'isolement, ce que j'ai oublié de dire, dès 1908, on écrit qu'il est mort. Donc, il a disparu complètement. Personne ne sait où il est. Quand Chassé, en 1919, Charles Chassé fait son enquête pour écrire ce qui sera le premier bouquin sur l'école de Pont-Aven, il interviewe Sévosier, Denis, Colin, Monfred, etc. Mais personne ne sait où est Filigère. Filigère est considéré comme mort. Et d'ailleurs, il y aura une exposition à laquelle Fellecker va participer aux indépendants avec de Filigère, ça donne dans la partie posthume. C'est-à-dire que personne ne sait où il est. Apparemment, il y a la Rochefoucauld qui entretient encore des relations, et puis Gourmont, Rémy Gourmont est mort, mais Jean Gourmont est toujours vivant, et donc il y a deux personnes qui savent où il est, où il se trouve un peu à ça. Sinon, personne ne sait. Alors, donc ça ne sert à rien aussi, je dirais, de pousser. C'est pas intéressant de la part de certains d'essayer de montrer qu'il est en relation avec la peinture moderne, avec tous les. Il savait ce que faisait Kandinsky, Klee ou autre. Non, il vit à Plougastel. Alors, à Plougastel, je suis trop tard. À Plougastel, il se promène le matin, il va à la Fontaine Blanche, il y a deux choses en revenant, il pisse sur la porte d'une dame, tous les jours, et cette dame est derrière la porte, elle attend et elle engueule le gars, et le deuxième gars, c'est qu'il croise des bonnes sœurs qui vont à la messe, et il les engueule, ils insultent, ça c'est l'activité de la journée, et puis après il s'enferme dans sa chambre, et puis il peint en permanence, il reste là, on lui apporte le repas, il souffre pas, on va dire, il a une sorte de. Madame Le Gallec essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas trop alcoolisé, et puis elle le tient comme ça, mais il vivote. Alors, Saint-Paul-Rouge va réussir à le retrouver en 1925, sans doute par Gourmont, et puis il va le voir, il y a un récit assez important fait par Tartis, qui était son fils naturel qui l'accompagnait, où il décrit quand même, quand il décrit Filigère, il a une corde comme ceinture, enfin il vivote, on va dire, il vivote, mais il a depuis longtemps ce qu'il demandait à son frère, d'ailleurs il disait il faut que je trouve un endroit où je sois complètement protégé, c'est-à-dire que je n'ai plus aucun souci que je ne sois pas agressé par l'extérieur. Il a peur des marchands, il a peur de volards, il a peur de tout le monde, et donc il veut être au calme, complètement retiré de tout, et pour pouvoir faire ses petits dessins, et puis c'est tout. Et il ne veut pas. Et là, finalement, dans cette famille, il va trouver cette atmosphère. Il y a deux enfants qui sont d'ailleurs très contents d'aller le voir, et qui auront des très bonnes relations, deux adolescents, et puis au moins, on peut dire qu'il va terminer sa vie sans souffrir de faim ou de froid, etc. Alors, la production donc, va de plus en plus loin, et ça se termine. Alors, le nom qui a été donné à ça, c'est notation chromatique. C'est par André Breton qui a vu à l'arrière cette inscription, mais c'est un titre par défaut, mais qu'on retient, parce que le mot notation revient dans beaucoup de ses propos. Et donc, ça devient de plus en plus obsessionnel, c'est-à-dire cet entour envahi complètement, avec donc, des logiques. Alors, on a l'impression que, souvent c'est peint aussi recto verso, moi j'ai l'impression que ce sont des sortes d'autoportraits, on pense un peu au mandala de Jung, psychanalyste Jung, tous les jours faisait un dessin comme ça, comme s'il se regardait, quoi, c'est une sorte d'introspection. Évidemment, il y a eu des tas d'interprétations plus ou moins opportunes de ce genre de mandala comme ça, et ce qui est sûr, c'est qu'il était complètement isolé de tout le reste, et donc c'est une sorte de vision de kaléidoscope, enfin, il le faisait très simplement, mais ça lui prenait tout son temps, et en gros, entre les années 20 et sa mort en 28. Et puis à la fin, on a l'impression, alors je dis à la fin, mais il y a des planches où il y a 2 heures en fait où il n'y a plus rien.
Alors est-ce que c'est l'aboutissement? Il meurt, il se noie dans son visage disparaît. On en sait. Alors ensuite, il meurt en 28, dans l'anonymat complet. Alors il meurt non pas les poignets entaillés dans une Plougastel, mais il avait sans doute peut-être lié à sa situation. Il avait une maladie, il s'est fait opérer à l'hôpital de Brest, et puis bon, je passe sur tous les détails. Et il s'est fait opérer à l'hôpital de Brest, et il est mort sur la table. 65 ans, alors quand tout le monde dit ça, mais alors quand on pense que quelqu'un qui a été ivre-mort pendant 50 ans, c'est pas mal. Et donc, comme quoi, hein, bon, comme quoi on peut choisir. Hein, et quand on pense à l'âge de la mort de Laval, de Mirebelan, il a tenu. En 28, donc personne ne sait. En 32, la famille d'accueil de Guélec contacte Chassé. Pourquoi Chassé? Parce que Chassé, qui avait fait ce bouquin en 29, était très connu dans le milieu, parce que quand il était prof à Brest, il écrivait des chroniques dans la Dépêche de Brest. Et donc, c'était une personne connue. À ce moment-là, Chassé est prof à Neuilly, et il se dit à Chassé, en gros, on a plein de choses de Filigère, est-ce que vous en voulez, on s'en débarrasse, etc. Parce qu'en fait, la petite histoire, c'est que l'argent de Filigère avait été mis en deux parties, une partie capitale et puis une partie sous forme de rente qui était versée à la famille. Évidemment, quand Filigère est mort, ils ont récupéré le capital et ils ont construit une maison neuve. Donc il a fallu, Filigère a servi à construire une maison neuve. Et il a fallu débarrasser la chambre où il se trouvait, donc ça a été plus ou moins bien fait, etc. Et une grande partie est partie à la poubelle. Alors de sa collection de Filigère, en fait, il y avait beaucoup d'échanges, comme ça se faisait à l'époque. On connaît maintenant, moi je connais une œuvre de Maufra dédicacée, des œuvres de Bernard, ça a été entre ses mains, des œuvres de Maufra, etc. Les Gauguin, on sait qu'il a vendu cette gravure à Paris, mais il avait beaucoup de dessins de Gauguin, et à un moment, il y a eu une petite rumeur à Paris disant qu'il y avait un dessin qui était chez Vollard, venait de chez Filigère, etc. Et là, il a éclaté comme il le faisait dans ce cas, il fait des crises très violentes, et donc du coup il a donné tous ses Gauguins et à La Rochefoucauld et au Conan, ce qu'il avait. Et puis pour ne pas qu'on le suspecte, il suffisait qu'il vende un dessin, et il pouvait à la fin simplement, évidemment tout le monde n'a pas vu la Plougastel, mais à la fin, quand le premier marchand débarque, il réussit à acheter 15 gravures de Seguin, dont 3 dédicacées, il va s'empresser de vendre à la Bibliothèque nationale, etc. Et donc apparemment, il restait ça, ou le reste a été volé, etc., etc. Mais on voit mal Filigère dans toute sa errance conserver des tableaux de Maufra. Marie-Henri lui a piqué beaucoup de choses, piqué entre guillemets, quand il est parti en juin 1893, il a laissé beaucoup de choses sur place. Donc après, c'est devenu du Marie-Henri et revendu par ses enfants en 59. Et donc en 32, Chassé est averti, elle lui dit que s'il veut prendre, en gros c'est ça, si vous voulez débarrasser, yaka. Lui il ne se déplace pas. Par contre, il a des échanges avec elle et il va en savoir un petit peu plus sur Filigère. Et puis il n'avait jamais réussi à le voir quand il faisait son bouquin. Et en 47-48, il y a une conjonction, et là c'est pour ça, c'est la commode au-dessus il y a des petites poupées au pied au-dessus. Et c'est en face du lit de Breton, dans son atelier de Fontaine. En fait, il y a une conjonction très intéressante en 47-48. Il y a plusieurs choses en même temps, et c'est finalement cette conjonction de choses correspond bien à l'esprit d'André Breton. Il revient des États-Unis en 46. Juste avant d'ailleurs de quitter New York, il a vu une exposition Gauguin qui l'a beaucoup marqué. Quand il arrive en 46, en 48, pour la première fois sont publiées les œuvres complètes d'Alfred Jarry. Lui, il vénérait Alfred Jarry depuis, je parle d'André Breton. Il vénérait Alfred Jarry depuis tout le temps, et là il découvre avec stupéfaction que le plus important texte, il ignorait que Jarry avait aussi écrit des textes de critique d'art, mais il s'aperçoit que le plus important texte est consacré à Filigère. Et là, il tombe de la chaise aussi, et en fait, ce qui est dit l'intéresse beaucoup. Et à ce moment-là, il y a aussi la correspondance de Gauguin qui a été publiée par Maurice Malingue. Il découvre qu'il y a le nom de Filigère, et en 47, il y a un nouveau bouquin de Chassé qui s'appelle Le symbolisme dans l'art, ou quelque chose comme ça, et publié. Alors, Breton n'aime pas du tout Chassé, il n'est pas du tout d'accord, mais
pour la première fois, Chassé raconte un peu ce qu'on lui a dit à Plougastel. C'est-à-dire, il y a 6 ou 7 pages où il parle de Filigère et dit quelques mots sur Filigère, dans quelques phrases. Il y a ça. Au même moment, donc il y a... au même moment, il travaille beaucoup avec Dubuffet pour l'almanach de l'art brut. Ils visitent ensemble des galeries, etc. Et finalement, Filigère va prendre place comme étant, c'est pas l'art des fous, mais il va qualifier un peu d'art, d'artiste isolé. Et puis, dans la clé des champs, il va le situer comme ça, etc. Et puis, au même moment, c'est une conjonction de beaucoup de choses. Charles Estienne se rapproche de lui. Charles Estienne, qui connaît bien Sérusier, etc., l'école de Montaverne, qui écrit un bouquin sur Gauguin. Donc, du coup, il participe. Au même moment, les parents de Breton prennent leur retraite, ils vont habiter à Lorient. Et donc, tous les ans, Breton va voir ses parents, et de là, il part à Saint, ou à Essan, ou à Brocéliande, ou à Pimpon, etc. Et là, il rencontre le Coron, qui a pris sa retraite à Lorient, et il lui montre des Filigères. Et il lui, d'ailleurs c'est par lui qu'il va acheter là, le premier, l'architecture symboliste, etc. Et donc, il lui parle de Filigère, parce que le Coron a bien connu Filigère pendant 2 ou 3 ans. Et puis autre chose, par ses relations avec la Bretagne, ils sont revivifiés, parce que le Breton avait le souvenir, une nostalgie comme ça de son enfance auprès de sa grand-mère dans le Côte d'Armor. Il va s'intéresser à, c'est autant les monnaies gauloises que les bénitiers de Quimper, que toute la mythologie bretonne, etc. Et finalement, il est en contact avec Lancelot Langiel, avec Olbert de Beaulieu, etc. Et il va en particulier, lorsqu'il y aura une exposition sur l'art celtique au musée pédagogique à Paris, il va présenter les Filigères. Et là, il organise pour Mira Jacob une exposition en 58 sur le symbolisme, et là, il va lui présenter, il va imposer 3 Filigères, etc. Et là, la passion va devenir... cette passion est donc partagée. C'est aussi... il découvre d'un coup l'œuvre de Germain Nouveau, et la vie de Germain Nouveau récente, c'est aussi une fuite, une errance comme ça, de quelqu'un de clochard, etc. Et pour lui, Germain Nouveau, c'est un peu l'équivalent, c'est la relation avec Rimbaud, et la même que Filigère par rapport à Gauguin. Donc tout ça se noue entre 47, 48, 49, etc. Et là, il se lance dans une campagne, c'est une sorte de quête initiatique, de recherche, d'œuvres. Il va aller donc dans la famille Le Guellec, à Plougastel. La famille Le Guellec lui parle de la cousine, la nièce de la Vierge, c'est compliqué, mais bon. Et du coup, il envoie sa femme, Breton envoie sa femme Élise à Toulon, où elle achète des œuvres. Lui-même va partir à Toulon pour acheter aussi des œuvres. Et à chaque vente, la collection Cochet avec Marie-Henri, la collection Connor, etc., il achète des Filigères. Et donc c'est une passion et c'est qui se concrétise finalement par... C'est comme ça chez Breton, c'est habituel, de la même façon pour Redon, pour Gauguin, etc. Il écrit dans l'art magique, il écrit sur la peinture, dans la clé des champs, plus des petites choses comme ça, mais tous ceux qui l'ont connu disaient que c'était vraiment une passion totale. Et donc on voit, je vous disais, le Christ en croix qui est en face, donc tous les matins... Breton qui bouffait du curé toute la journée, il se retrouvait avec ça en face de lui, et puis ça bouge comme ça, et il y aura en particulier derrière sa tête, dans son bureau, vraiment le Salomon Ier roi de Bretagne, et puis il apporte une grande importance, il a trouvé le titre, pour une autre il appelle la Madone au ver luisant, comme ça, il s'investit vraiment dans ça, et c'était pour tous ceux qui l'ont connu l'artiste pour lequel il a eu cette relation et cette quête. C'est pas du tout pareil pour d'autres. C'est une sorte de quête, vraiment de quête initiatique, et puis les gens voyaient ça comme une sorte de... Ceux qui étaient dans sa chambre, qui n'étaient pas très nombreux, avec tous ces Filigères autour, comme ça, du lit, au-dessus du lit, en face, etc., sur les côtés. Vous voyez que c'est une sorte de cercle magique, quoi, une sorte de cercle protecteur. Imaginez, pendant... il est mort en 66, donc pendant 20 ans, il s'est réveillé avec comme ça les Filigères. Et donc, évidemment, il a donné une place importante, et il a arrêté d'acheter quand les grands Américains, les milliardaires suisses ont pris le dessus. Là, ils ne pouvaient plus acheter. Et puis, je crois que j'ai terminé. Voilà. Et donc, dans mon bouquin, j'ai tenu à aller jusqu'à cette période-là, parce que finalement, ça éclaire sur la redécouverte, finalement, par quelqu'un comme André Breton, fait partie, évidemment,
de l'évocation de la biographie, parce qu'il a compris le personnage. Breton, contrairement à beaucoup d'autres, a tout pris en compte, y compris les œuvres de la fin. C'est-à-dire, à un moment, l'histoire de l'art, quand elle a commencé à prendre en compte Filigère dans les années 50, il y a eu une version à Galerie Kléber, après surtout à la Tate à Londres et à Munich en 66, il y a eu des grandes expositions où il y avait beaucoup de Filigère, mais c'était toujours par rapport à Pont-Aven. C'était les œuvres de Pont-Aven qui étaient prises en compte. Les gens ne comprenaient absolument pas la suite. Quoi. Et donc, et lui, par contre, Breton, il a tout pris. Et au contraire, associant, comprenant finalement le personnage depuis son origine jusqu'à la fin, et situant d'ailleurs les recherches de Filigère, donc tout un ensemble, s'intéressait beaucoup à Saint-Yves d'Alvèdre, par exemple, et il y a eu beaucoup à l'ésotérisme. Enfin, Filigère est resté très en retrait de tout ça. J'ai dit, il n'a jamais été initié, il ne pratique absolument pas l'art. Même si son œuvre est totalement mystique, il détestait les curés, il détestait l'organisation de l'Église en tant que telle. Il s'est beaucoup chamaillé avec Vercade quand Vercade s'est converti, que s'est laissé entre guillemets avoir par des jésuites. Il a prévenu en disant surtout faites attention, etc. Et puis votre religion, Vercade était ménonite, hollandais, donc protestant plutôt rigoriste, etc. Baline était juif danois, et donc il leur disait mais votre religion vaut autant finalement, là, ça n'a aucune importance, ça ne vaut pas la peine de se faire rouler par des jésuites. Et donc, et là il était très furieux, mais il restait toujours très indépendant de l'Église. Et Breton l'associait à un moment aussi à tout ce courant parallèle, ésotériste qui l'intéressait, mais finalement c'était un peu tabou dans le milieu du groupe surréaliste. On ne parlait pas trop de ça. Il y a tout un pan comme ça qui était le domaine de la recherche personnelle de Breton et très lié vraiment à une sorte de démarche mystique et qui était vraiment, dont il ne fallait pas parler avec les autres qui étaient soit au PC, soit très engagés politiquement, soit du fond de crime. Voilà. Je suis à la disposition. Merci.